Il ne faut pas avoir peur, n'est-ce pas, Laurent Henninger? Ah, il ne faut jamais avoir peur. Merci à vous. Ouais. On était très heureux de vous avoir il y a déjà un mois à peu près sur nos ondes. Je rappelle, c'est la communauté géopolitique profonde. Donc vous avez là une revue qui montre d'ailleurs en séquentiel, qui on commence par là. Qui est-ce? Benjamin Netanyahou, et puis après Emmanuel Macron, nous avons Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Donc vous avez tout un tas d'articles tout à fait intéressants. Venez nous rejoindre, parce que ça nous permet, à nous, d'avoir plus d'abonnés. Et ça, c'est extrêmement important. Donc vous aurez en retour tout un tas de vidéos d'aide pour de la finance décentralisée. Et puis sinon, la boutique est ouverte. Donc GPTV, vous avez le MOG, vous avez les bonnets, vous avez les casquettes, vous avez tout un tas de choses. Faites-vous plaisir, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est les produits dérivés de géopolitique profonde. Nous avons aujourd'hui quelqu'un qui pour moi est vraiment quelqu'un qui a une profondeur historique. C'est Laurent Erlinger, qui est vraiment une personne qui nous a apporté dans le conflit ukrainien, russe, et puis peut-être aujourd'hui avec ce qui se passe aux États-Unis, une analyse qui va un peu être différente de ce que l'on voit et de ce qu'on entend d'habitude. Donc déjà, bonjour et bienvenue sur Géopolitique Profonde. Alors, Trump, il va changer le monde ? Il va tenter d'y contribuer. Vous savez, la notion d'homme providentiel, c'est une notion à la fois fragile et un peu dangereuse, un peu délicate. Un homme, c'est un homme, c'est un être humain, c'est pas non plus Dieu le Père, il peut pas tout faire, il est pas omnipotent, ni omniscient, il a des motifs profonds qu'on connaît pas forcément tous, comme tout être humain a une part de mystère. De toute façon, c'est une banalité ce que je dis, mais voilà, faut pas, on n'est pas dans sa tête non plus. Et je pense qu'il va faire certaines choses. Oui, il a déjà commencé d'ailleurs. C'est certain. Mais il commence déjà à y avoir dans l'État américain, dans l'appareil administratif et tout, des résistances, des blocages que lui déjà commence à essayer de contourner. Ça va pas être facile, ça va être une guérilla quotidienne, je pense, de ce point de vue-là, entre lui et l'administration. Tel juge, tel magistrat, tel directeur de tel service, etc. Bon. Il va devoir s'user à ce niveau-là ? Oui, aussi, je pense. Comment il va faire ? De toute façon, il a une équipe. Deuxièmement, il est solide. L'homme, cette fois-ci. Et puis, je pense que sur tout un tas de points et de points d'achoppement qu'il rencontrera, sa tactique sera, comme on disait autrefois dans les milieux marxistes, de faire appel aux masses. C'est-à-dire de prendre le peuple à témoin et d'appeler le peuple à l'aider. Pour court-circuiter certains... Il aura besoin de Musk pour ça. Entre autres, oui, mais il aura besoin de plein d'autres gens. Qui donc ? Tout un tas de gens dans son appareil, aussi bien des Tulsi Gabbard que des Kennedy, des gens comme ça. Et même, je n'exclus pas non plus, quelques jours après son élection, il y a maintenant plusieurs semaines de cela, Trump avait reçu une sorte de bénédiction de quelqu'un auquel on pourrait ne pas s'attendre du tout. Dis donc. C'était Bernie Sanders. Oh dis donc. Ouais. Non mais comme quoi, vous voyez. Et Bernie Sanders avait dit, vous savez, qui était pourtant le candidat et le représentant de l'extrême gauche du Parti démocrate,
même si le Parti démocrate possède aussi une extrême droite. Enfin bon, les clivages et on appelle les néoconservateurs. Oui, les barrières au sein dans la vie politique américaine ne correspondent pas toujours parfaitement, ne sont pas parfaitement raccord avec les nôtres. Chaque parti a à peu près voilà. tout. Oui. Et les deux partis voilà. font que finalement, on fait un peu la politique de son parti et puis de l'adversité. Voilà. Mais Bernie Sanders avait dit oui, alors je ne sais plus sur quel point exactement, mais il avait dit sur tel et tel point du programme de Trump. Moi, je vois pas d'obstacle. Et s'il se lance sincèrement dans cette direction-là, moi, je le soutiendrai. Oui, ce qui est quand même intéressant, parce que ça signifie qu'il y a une part véritablement sociale dans le programme de Trump. Il y a une part entre guillemets de gauche, d'une certaine façon. Et c'est juste ça. Et ça fait partie des choses qui font que il est détesté. Par qui ? Eh ben par une partie de la droite. Ouais. Et il est détesté parce que il peut être vulgaire et grande gueule. Il est détesté parce que très souvent, effectivement, il a des attitudes, des propos, des façons de se tenir qui sont pas celles de l'establishment. Ouais. Il est détesté parce que sur certains trucs, il a des positions que nous on qualifierait d'extrême droite, sur d'autres que nous on qualifierait d'extrême gauche, et qui sont en partie sincères. Il est capable d'être hyper sincère et d'être hyper cabotin, acteur. Donc il brouille les pistes. Il brouille totalement les pistes dans sa façon de faire, mais également dans non seulement la façon de faire, mais dans ce qu'il fait. Il a humilié Netanyahou il y a quelques jours, tout en renforçant le soutien aux colonies de Cisjordanie. C'est dingue. Vous voyez, là, c'est du en même temps qu'on comprend. C'est du vrai. Le en même temps de Macron, on ne le comprend pas. Non, c'est complètement... Le en même temps de Macron, c'est vide, c'est creux, comme à peu près tout ce que fait cet homme, de toute façon. Ouais. Mais non, là, c'est du vrai en même temps. Ouais. Alors du coup, ce que ça produit, c'est que les partenaires ou les adversaires, parce qu'à ce niveau-là, tout le monde est pour Trump, tout le monde est quelque part au même niveau. Qu'on soit partenaire, allié ou adversaire ou ennemi, on est tous traités à la même enseigne. Parfaitement. Et on est tous dans l'expectative. Ouais. S'il avait des positions claires et nettes, précises dans une direction, eh ben ses ennemis l'attaqueraient. Et puis voilà, les choses seraient simples. Mais là, il donne des gages à la droite israélienne tout en l'humiliant sur un autre terrain. C'est ça. Mais il fait la même chose partout. On se demande même si finalement il soutiendra ou il sera opposé à Macron. On n'est même pas certain. Je pense que d'abord ça dépendra de ses intérêts ponctuels. Exactement. Si sur tel point il a besoin de soutenir Macron, il le fera. C'est fou ça. Mais sans vergogne, c'est un vrai... Il a quelque chose de Lénine en lui. Lénine avait ce côté extrêmement pragmatique et tactique. Que faire en politique. Oui. Mais mais ça, ce genre de tactique, c'est formidable parce que ça vous permet en permanence d'avoir un voire plusieurs coups d'avance sur tout le monde. Parce que les gens, c'est pas qu'ils ont des coups en retard, c'est qu'ils s'arrêtent de faire des coups. Ils s'arrêtent parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire. Donc du coup, vous les figez, vous les bloquez tous et vous agissez. Ouais. C'est tactiquement, que ce soit aux échecs en sport ou à la guerre ou en politique, c'est fabuleux comme tactique. Maintenant, une tactique n'est pas une stratégie non plus. Non. Donc c'est bien d'être un expert tacticien, ça permet au jour le jour de résister, d'avancer, éventuellement de se protéger aussi, mais au bout d'un moment, il faut avoir un objectif. Alors l'objectif, oui, vous l'avez dit dans votre présentation, c'est « Make America Great Again ». Certes. MAGA, bon.
Mais quelle Amérique, great comment, again par rapport à quelle période antérieure, bon, tout est ouvert, hein, tout est ouvert. Maintenant, oui, je pense que il a tout un tas d'atouts dans sa manche, c'est incontestable. Il a un vrai talent, mais il pourra pas non plus aller contre les réalités, l'intégralité et la profondeur des problèmes du monde. C'est quoi le talent fondamental de Trump? Il est incarné. C'est son talent, c'est d'être capable de transcender et de bousculer, je pense, tous les paradigmes, tous les attendus, tout ce qui était considéré comme bienséant, comme correct dans l'Occident de ces 40, 50, 60 dernières années. Et nous, on n'y arrive pas? Quand on essaye, on est d'une maladresse assez pathétique. Oui, c'est vrai. Non, son talent, il est là. Alors maintenant, oui, c'est très bien tout ça, c'est très très bien. Il est capable de bousculer tout le monde, il est capable de prendre tout le monde de court. Mais d'abord, est-ce qu'il pourra le faire, le perpétuer ad vitam aeternam? C'est pas sûr. Hein, vous savez, un bon tacticien vient un moment où ses adversaires connaissent ses tactiques et soit les imitent, soit savent les contrer, soit les deux. Napoléon, à partir de 1809, ses adversaires commencent à connaître ses trucs et ses tactiques sur le champ de bataille. Ah oui. Et souvent, ils les mettent en œuvre eux aussi. Ils apprennent. C'est aussi ça, une guerre, ou un conflit, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait le game changer? C'est qu'on brûle sa propre capitale. Il faut aller au-delà. Hein. Faut aller au-delà, d'une part, dans les tactiques. Il faut faire preuve d'inventivité, de créativité, exactement comme en art. Oui. Exactement comme en art. C'est pas un hasard si on parle d'art de la guerre, hein, ce que je répète tout le temps. Mais, absolument, bravo. Oui. Mais ça, c'est pas facile mais de nos jours, parce que la guerre est tellement phagocytée par la technique, et la technologie en l'occurrence, ce qui n'est pas exactement la même chose que la technique, les militaires, les hommes d'État, etc., ont oublié cet aspect artistique de la guerre. De Gaulle comme de la politique. Comme de la politique. De Gaulle et Mitterrand étaient les deux derniers à en avoir. De Gaulle de façon noble et grandiose et profonde. Mitterrand de façon un peu plus superficielle et bon, pas forcément admirable. Mais c'était des gens qui avaient une vraie culture, y compris une culture littéraire, esthétique, une culture classique. De Gaulle était capable de lire des grands écrivains, Mitterrand aussi, de lire de la poésie. Il avait une culture philosophique, Mitterrand aussi d'ailleurs, mais bon, vous voyez, c'était des gens qui avaient une culture de fond. Et quand on regarde dans l'histoire les grands stratèges, c'était le cas aussi. Hein. Joukov, pendant la Seconde Guerre mondiale, le maréchal soviétique, quand il avait 5 minutes où il pouvait se reposer, il lisait de la poésie, histoire de ne serait-ce que pour se nettoyer l'esprit des poussières du quotidien. Bon... Les grands chefs de guerre romains, César, Napoléon lui-même, qui était un passionné de théâtre et de littérature. Bon, il n'y avait pas encore cette espèce de coupure entre les humanités d'une part et les cultures savantes de l'autre. Il n'y avait pas cette coupure, et c'est peut-être quelque chose qui serait à rétablir. Mais maintenant, dans beaucoup de milieux, dans la plupart des milieux, dès que vous vous intéressez, et dès que vous montrez que vous êtes sensible à la poésie, aux arts, à la littérature et tout ça, vous êtes qualifié soit de gauchiste, soit ouvrez les guillemets, je vais blesser personne, mais vous êtes traité de tantouse, vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'on comprend, oui. Voilà, bon.
Ben non, pas forcément. Je veux dire, l'un des plus grands écrivains français du XVIIIe siècle, Choderlos de Laclos, Oui. était un monsieur qui était officier d'artillerie, qui a écrit des manuels d'artillerie, qui sont des manuels de maths, hein, littéralement. Et en même temps, c'est lui qui a écrit l'un des plus grands romans de la langue française, s'appelle Les Liaisons dangereuses, qui est un roman d'amour. Aussi. Voilà quoi. Il y a des coupures partout dans le monde, dans tous les domaines, qui sont en train de nous faire crever. Hein. Mais cette France-là, elle peut encore exister aujourd'hui ? Elle pourrait. Ça serait difficile. Mais elle pourrait. Déjà, si on arrêtait de... Excusez-moi. Si on arrêtait de brocarder ce genre de versant de la culture d'un individu, ou de la culture en général, si on arrêtait de les brocarder, de les ridiculiser, de leur cracher dessus, de leur vomir dessus littéralement, déjà, ça permettrait à beaucoup de gens d'avoir moins de complexes à s'y intéresser et éventuellement à l'étaler dans le bon sens du mot. Oui. Bon. Voilà. On pourra y revenir, hein, si vous voulez, sur cette question. C'est évident. Hein. Sur cette question-là, parce que c'est une question profonde, une question anthropologique très profonde. Il y a une crise anthropologique. Il y a une crise. Macron peut bien gagner, ou en tout cas en 2017, ou Trump en 2024. Ouais. Ça ne change rien. Ce ne sont que des succès totalement d'épiphénomènes. Oui. Alors, cela dit, je ferai une différence entre Trump 2024 et Macron 2017. On est bien d'accord. Je ferai comme une différence. C'est une provocation. Oui, parce que Trump 2024, c'est une vraie victoire. D'accord. C'est une vraie victoire profonde qui correspond à quelque chose. Alors que tout lui est hostile. Beaucoup lui est hostile. Beaucoup de choses lui sont hostiles. Alors que Macron, c'est l'inverse. Macron en 2017, c'est un hold-up, c'est un coup d'État. Hein. Contre Fillon, c'est quand même pas un gros coup d'État. Mais Fillon, c'est quand même pas grand-chose. C'est une manip. Manip. Et donc, il s'apparente à un coup d'État. Ouais. Parce que il s'arrange dans un premier temps pour... et pourquoi ce coup d'État, il est possible en France et pas aux États-Unis ? Mais il y a eu des coups d'État possibles aux États-Unis, il y a eu des trucs... Mais ils ont triché en 2020, ça. Oui, Bush... oui, évidemment. Bon, des gens comme ça, il y en a eu. Hein. Vous savez, la vie politique américaine, quand on la regarde de près... il y a quand même... Laurent, il y a une énorme différence entre, d'un côté, Fillon, qui est ce qu'il est, mais franchement... au moindre coup de vent, il disparaît. Alors que Trump, la preuve. Alors que Trump, on lui met tout sur le dos. Non, mais je sais bien. Non, mais Trump a une carrure dans tous les sens du mot d'ailleurs. Hein, et pourquoi aux États-Unis et pas en France ? Parce que il y a encore un reste de culture de virilité dans la culture politique américaine. Et pas en France ? Pratiquement plus. Pourquoi ? Alors là, parce que y a plein de facteurs historiques qui jouent. Vous savez, il y a plein de facteurs historiques qui jouent. Il y a le fait que les élites puis les oligarchies, parce que pour moi c'est pas la même chose. Et aujourd'hui on n'a plus d'élites. C'est pour ça que je me refuse catégoriquement. Vous avez raison. À utiliser le terme d'élite pour parler des gens qui nous dirigent. C'est pas des élites. Vous avez raison, mais continuons quand même. Les oligarchies qui nous dirigent, mais même à l'époque où c'était encore des élites. Il y a, en France, on n'a jamais totalement fait le deuil de la noblesse. Oui. Je ne parle pas de la monarchie, je parle de la noblesse. Et qu'on est resté fasciné par le mythe de la noblesse. Ah oui, la preuve, la noblesse d'État, l'ENA. Voilà. On est resté fasciné par ce mythe. La bourgeoisie, qui a pourtant fait la révolution contre la noblesse, elle n'a cessé depuis 2 siècles de chercher à imiter la noblesse. Évidemment. Dans tous les domaines, y compris les domaines de la vie, etc. Évidemment. La gauche et l'extrême gauche n'ont pas cessé non plus de chercher à imiter la noblesse, mais alors cette fois-ci dans un autre domaine. C'est très marrant, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, vous aviez la bourgeoisie de l'économie, les industriels, les banquiers, etc., etc. Ceux qui détiennent au fond le vrai pouvoir, faut pas se leurrer, qui ont cherché
non seulement à contracter des mariages dans l'ancienne aristocratie parce que ça faisait bien, mais également à imiter la noblesse, etc., pour tout ce qui était la façon de gérer et d'accomplir son pouvoir. Bon. Et puis, vous avez la gauche et l'extrême gauche qui, à partir, je dirais, de la seconde moitié du XXe siècle, n'ont cessé de vouloir imiter la noblesse ancienne, de l'Ancien Régime. Alors, cette fois-ci, sur un tout autre domaine, sur le domaine esthétique. La noblesse de l'Ancien Régime dans son côté salon, dans son côté courtisan, dans son côté la culture du bon mot, oui, son côté esthétisant, son côté snob, son côté nous sommes les princes nous sommes les détenteurs du bon goût littéraire, etc., etc. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand vous voyez très souvent quand vous discutez avec les gens de gauche ou assimilés, et que vous avancez une idée qui est pas du tout la leur, qui va totalement à l'inverse de ce qu'ils disent, le réflexe c'est de rire. Ou plus exactement, pas de rire, j'ai employé un autre verbe, de ricaner. Ouais, j'imaginais. Ouais. C'est le ricanement. Bon, c'est une culture qui est typique de la culture de ce que certains sociologues, comme Bourdieu d'ailleurs, ont appelé la culture de cour. Ce sont des hyènes. Ce sont des hyènes, mais c'est de la culture de cour, de courtisans. Parce que dans une cour, il y a tout un tas, il y a tout un corpus de choses à faire ou à ne pas faire. Et ces choses à faire ou à ne pas faire, on ne les questionne pas. On les applique, et celui qui ne les applique pas, eh bien, on en ricane. C'est très bien montré dans ce film, qui n'est pas un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma français, mais qui est un film qui est quand même intelligent, bien ficelé, tout ça, qui s'appelait Ridicule. Ridicule, évidemment. Souvenez-vous de ce film qui était un petit chef-d'œuvre sur la société de cour de l'Ancien Régime finissant. Bon. C'est le ricanement. Et par contre, ils ne déploient aucun argument logique pour vous contrer. Aucun. Le ricanement suffit. Parce qu'il ne s'agit pas de contrer votre propos, il s'agit de vous disqualifier, vous. Surtout quand il est cumulé avec ce qu'il y a derrière. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont plusieurs à ricaner, à rigoler. Voilà. Donc, il y a vraiment, c'est une culture, oui, c'est une culture aristocratique, mais aristocratique finissante. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.